Donc, mes chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui les auditions de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs qui ont commencé ce matin avec l'audition de Médiamétrie. Donc on est ici dans une phase de diagnostic des effets et d'essayer de voir le champ et l'ampleur. Donc je souhaite la bienvenue cet après-midi à Madame Amélie Ebongué, qui est experte en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et auteure du livre Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques. Madame, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation, surtout que les invitations ont été envoyées dans un délai assez court la semaine dernière. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous remercie d'avoir trouvé un moment dans votre agenda pour venir éclairer la commission. Je vais vous donner la parole pour un délai de 10 minutes tout au plus. Après, on reviendra avec les collègues sur les questions, puis vous pourrez aussi refaire des développements plus amples. Et puis ensuite, c'est Madame la rapporteure qui commencera aussi par vous poser quelques questions. Je crois qu'elle vous a communiqué un questionnaire. Je vous remercie également de nous déclarer au préalable tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations, et notamment, par exemple, les rapports financiers que vous avez pu obtenir ou pas avec TikTok. Et auparavant, je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame, à lever la main et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Vous avez donc la parole. Merci pour cette invitation. Je voudrais commencer avec la genèse de TikTok. TikTok, historiquement, c'est une application donc, chinoise qui doit sa naissance à son modèle purement oriental, qui est donc Douyin, sa version créée à l'origine. Et donc le groupe ByteDance, qui possède cette application, donc TikTok, décide très rapidement en 2017 de créer sa version internationale et donc d'ouvrir le produit à l'échelle du monde. Ce qui façonne la trajectoire de TikTok très rapidement, c'est sa fusion avec une application qui existait déjà, qui s'appelle Musical.ly, une application qui consistait à créer des vidéos courtes où les utilisateurs pouvaient se mettre en scène calqués sur de la musique. Il faut savoir que TikTok tire l'essence de son produit sur la musique et l'industrie musicale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à une application planétaire qui n'est plus qu'un simple réseau social, mais qui se définit comme étant une plateforme de divertissement. Ce qui change tout de suite la trajectoire de l'application et donc qui la rend assez différente des autres acteurs qu'on peut avoir sur le marché, comme Instagram, YouTube ou Snapchat, par exemple. Je pense que c'est important de poser le contexte et de savoir comment cette application, finalement, elle a grandi, elle a pris de plus en plus de place dans la vie des usagers et des utilisateurs. On est passé d'une moyenne de 800 millions d'utilisateurs pendant le confinement à plus d'1 milliard aujourd'hui. C'est l'équivalent d'Instagram en termes d'utilisateurs. Par utilisateur, on entend inscription et consommation du contenu. Je vais préciser, c'est-à-dire que dès lors qu'on crée un compte sur la plateforme sociale, qu'on soit actif ou pas, la plateforme considère qu'on est dans sa base de données. Les données fluctuent et évoluent dès lors qu'on va produire du contenu et le consommer. Donc TikTok, aujourd'hui, séduit les marques, les institutions, les personnalités pour sa fluidité et l'immédiateté, finalement, interactionnelle qu'elle peut créer auprès des utilisateurs. En soi, c'est l'usage des réseaux sociaux de manière excessive et sans régulation qui altère le comportement des individus et finalement va jouer et influencer l'humeur. L'expérience utilisateur et le design de TikTok, à titre d'exemple, nous démontrent bien qu'elle est conçue pour susciter en nous un plaisir constant. Cette attention répétitive crée des habitudes régies par le collectif et sous son influence. C'est donc le cas chez les mineurs. Mon premier point ici, il va reposer sur la construction identitaire. Ici, on va se pencher
sur cette génération, donc la génération alpha, née entre 2010 et début 2020. Donc ils ont entre 9 et 12 ans. Et donc aujourd'hui, cette génération, elle est catégorisée comme étant la plus technophile, toute génération confondue. C'est une génération qui a une aisance numérique, qui a l'aptitude de comprendre les codes, mais aussi ses rouages. Et c'est finalement la plus fertile à l'ère du numérique. Donc elle est biberonnée à l'ère de la domotique. Ces jeunes sont des natifs du numérique, dont leur identité découle. Cette génération est la première née entièrement à l'ère du numérique et a donc construit son identité au prisme de celle-ci. Mon deuxième point, il va se poser sur la déformation d'usage. Donc, comme je le disais précédemment, cette génération, connaissant les vertus des réseaux sociaux et de l'impact que ça peut avoir dans la vie des générations précédentes, cette dernière entrevoit donc son futur au travers du numérique, par mimétisme, certes, mais avec des conséquences qui sont bien plus rudes à contrôler. C'est le cas du fléau, le plus répandu aujourd'hui sur cette plateforme, à savoir l'inscription sur le réseau social de manière précoce. Quand on se penche sur les conditions générales d'utilisation de TikTok, en tout cas en France, l'âge légal, il est de 13 ans. C'est une majorité d'utilisateurs qui va mentir pour pouvoir avoir accès à cette plateforme. C'est malheureux, mais c'est la réalité aujourd'hui des usages de cette plateforme, en tout cas chez les mineurs. Mon troisième point, il va se porter sur ce que j'appelle l'acculturation numérique. L'addiction que l'application procure aux utilisateurs, et particulièrement auprès des plus jeunes, a des conséquences sociales. On ne peut pas exclure le caractère négatif de cette dernière, puisque la clé de voûte de son algorithme aujourd'hui reste un mystère. Aujourd'hui, il faut renforcer la prévention auprès des parents, qui sont les principaux garants et relais d'opinion, en particulier chez les enfants. La régulation de l'outil, elle se fait essentiellement par ce biais-là, mais il faudra aussi renforcer l'écoute. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de parents se sentent lésés face à l'usage des plateformes sociales et de tout l'écosystème en général. Si on regarde l'industrie du jeu vidéo, les conséquences sont tout aussi dramatiques. On vient ici donc amplifier le soutien qui existe déjà, c'est-à-dire que dans le système éducatif, on peut développer des solutions et donc proposer des programmes dans le cadre de cours d'éducation civique, notamment dans le cycle élémentaire. Tout comme mettre en lien finalement tout le tissu préventif national avec des acteurs éducatifs volontaires pour maintenir une cohésion d'ensemble. Et je finirai par les salutations qu'il faut pouvoir adresser de manière transversale sur le numérique, notamment dans les kiosques publics, qui sont des lieux physiques assez importants, où finalement des outils pourraient être adaptés et renforcés dans ces espaces-là. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je vais peut-être laisser Madame la rapporteure commencer, puis peut-être que je compléterai par une ou deux questions. Merci beaucoup Madame de votre présence et de ce propos liminaire. J'avais une petite question pour rebondir sur ce que vous avez dit. Vous expliquez que la majorité des utilisateurs ment
sur l'âge qu'il note. Je voulais juste savoir finalement sur quoi vous vous fondiez pour expliquer que cette majorité d'utilisateurs aujourd'hui mentait sur son âge. Et ensuite, j'avais des questions peut-être un peu plus larges sur la stratégie de marque sur TikTok. Est-ce que vous avez, voilà, pu voir et analyser des stratégies de captation de l'attention sur TikTok de la part des marques, de certaines marques? Est-ce que vous pouvez peut-être nous l'expliquer? Et est-ce que plus précisément, vous avez déjà eu à connaître de stratégies de marque pour capter l'attention des moins de 13 ans sur le réseau social, sur TikTok? Et puis peut-être une autre question sur la question de la régulation. Est-ce que vous avez analysé le sujet de la régulation sur TikTok? Est-ce que vous pouvez avoir un avis sur la modération et la régulation sur TikTok? Alors, en ce qui concerne la régulation de l'usage chez les mineurs, TikTok donc, donne l'accès dès l'âge de 13 ans avec des fonctionnalités qui sont limitées, à savoir les messages privés, la possibilité de lancer une vidéo en direct ou encore de faire appel à la monétisation sur la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant et qui est disponible sur le site de la plateforme. En ce qui concerne les marques, d'un point de vue stratégique, les marques, qu'elles soient dans le secteur de la culture, de la mode, de la beauté ou même du sport, quand on regarde sur le marché français, je n'ai pas vu à ma connaissance des stratégies directes pour viser ce jeune public, qui est quand même très jeune. Donc en termes de maturité et d'influence, ils ne sont pas encore stabilisés sur ces sujets. Donc non, je n'ai pas vu d'exemple de ce type. Je pourrais revenir sur le point de la dimension éducative. Aujourd'hui, TikTok cherche à avoir un virage qui est éducatif en proposant des contenus directement sur la plateforme pour inciter donc les différentes audiences à prendre part à la conversation, qu'il s'agisse de contenus culturels, de contenus sportifs, de contenus littéraires. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui se veut être vraiment éducative, à l'instar des autres plateformes de l'écosystème. Voilà. Vous nous dites qu'aujourd'hui, TikTok, pour vous, entretient une culture de l'éducation sur son réseau. Ou est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que ce n'est pas perceptible comme ça au premier regard. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. Toutefois, quand on regarde sur le site officiel donc de TikTok Business France, on a accès aux dernières tendances que la plateforme va proposer sur le marché français. Ils font la même chose sur d'autres marchés. Ils vont inciter donc la communauté sur des sujets spécifiques comme apprendre sur TikTok, qui est un hashtag très populaire qui a été vu des milliards de fois. Où les utilisateurs vont chercher à se nourrir sur des contenus scientifiques, éducatifs. Et donc c'est une volonté d'avoir une ligne éditoriale spécifique par marché sur des sujets qu'ils souhaitent adresser. Merci. Moi, j'aimerais bien qu'on aille plus profondément dans votre expérience par rapport à TikTok, parce que vous faites en gros du conseil, si j'ai bien compris, en communication stratégique. Quels sont les clients que vous accompagnez sur TikTok? Comment ça se passe? Quel est votre travail en fait? Alors, ça va être sur de la stratégie de contenu principalement sur les différentes plateformes sociales, pas uniquement sur TikTok, mais aussi sur de la recherche d'insights et de tendances prospectives sur les différents sujets liés au numérique, pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc, plus précisément, qu'est-ce que vous allez rechercher? C'est quoi les insights? C'est quoi les tendances? Enfin, en quoi ça consiste, votre métier? Mais alors, vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de développer. Voilà, oui. Alors, pour comprendre comment la société fonctionne au prisme des différentes tendances, de l'émergence du numérique et de ce qui peut impacter la société d'un point de vue de comportement d'achat et de consommation. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des revues de hashtags? Vous mesurez des hashtags? Alors, je fais de la revue de tendance, je fais des conférences sur les sujets liés au numérique à l'échelle du monde. Je produis de la réflexion intellectuelle sur l'évolution du numérique dans le monde et comment ça s'invite dans la société.
Et donc, par exemple, c'est quoi le dernier rapport que vous avez produit? Enfin, quelles sont les tendances? Quels sont les hashtags qui marchent? Quels sont les... Alors, j'ai travaillé sur la réflexion de comment les stratégies de contenu finalement impactaient certaines sociétés, notamment en Afrique, sur des sujets sur lesquels je suis. Donc, j'accompagne aussi différentes structures sur leur développement de stratégies numériques à l'échelle du monde. Je fais également des conférences, comme je le dis, sur les différents sujets liés aux réseaux sociaux. Et Allez-y, continuez, mais parce Oui. que moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les tendances, en gros. Les tendances sur la plateforme en général Ah ou à oui, sur l'échelle TikTok, et puis éventuellement en France, et comment on cible les publics, éventuellement, est-ce qu'il y a des marques qui vous disent comment je cible les mineurs? Oui. Comment j'arrive à cibler les mineurs? Si oui, quels sont les hashtags qu'il faut utiliser? Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur TikTok? Comment ça a évolué? C'est un peu tout ça qui nous intéresse. D'accord. Alors, la plateforme a considérablement évolué aujourd'hui avec différents sujets, notamment dans le domaine de la culture. Quand on regarde l'exemple des Jeux Olympiques, notamment, il y a eu une émergence des contenus sportifs pour motiver une partie des audiences sur la plateforme et notamment les inciter à faire du sport et à produire des contenus sur la plateforme en elle-même. Mais quand on regarde également dans le domaine de la culture, avec le hashtag BookTok, on a aussi l'industrie littéraire qui s'y est mise et qui a décidé d'ouvrir ses différents comptes sur la plateforme en elle-même. Donc on voit finalement que la littérature s'est aussi digitalisée. Donc on a une émergence en fait de nouveaux secteurs qui n'avaient de prime abord pas l'intérêt d'être sur ces plateformes sociales. Dans le domaine de l'écologie, c'est aussi le cas. On voit que des éco-gestes apparaissent et finalement incitent une partie des consommateurs à être présents sur les réseaux sociaux et permettent finalement à tout un chacun d'avoir une connaissance et un apprentissage certain à travers les différents contenus. Merci. Ça, c'est des grandes tendances, en effet. Est-ce que vous avez déjà eu, je vous rappelle que voilà, vous êtes sous serment, des liens avec les équipes de TikTok France? Ah non, du tout. Je n'ai Ok. jamais travaillé pour TikTok. D'accord. Vous n'avez jamais eu de... Et alors, du coup, deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu une rémunération à travers la plateforme TikTok? Parce que... Ah non, du tout. Ok, Non, non, du c'était tout. juste pour vérifier, parce que tout à l'heure, je vous avais demandé si vous aviez des liens, mais comme vous n'aviez pas répondu Ah précisément... non, du tout. Je n'ai jamais travaillé pour une quelconque plateforme D'accord, sociale. mais vous travaillez par contre pour des marques, pour le coup, qui vous demandent de monter des stratégies d'influence, si j'ai C'est bien ça, compris. ou aussi dans le domaine de la culture et dans l'industrie de la musique, parce D'accord. qu'il y a de plus en plus d'artistes finalement qui veulent avoir une présence sur la plateforme pour avoir une visibilité plus importante. Et par exemple, qu'est-ce que vous leur conseillez aux artistes? Alors moi, je leur conseille d'avoir une stratégie cohérente sur les différentes plateformes et de ne pas capitaliser uniquement sur l'une d'entre elles. Souvent, on a envie d'avoir une présence très forte sur TikTok, ce qui n'est pas forcément efficace derrière en termes de génération de revenus, puisque les artistes se rémunèrent de différents moyens avec le ticketing, le concert, mais aussi par la vente de merch, de produits dérivés, et pas uniquement avec ce qu'ils diffusent sur les plateformes comme Spotify. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un vrai levier pour eux pour vendre derrière, mais ce n'est pas nécessairement significatif en termes de revenus. Si je peux me permettre d'aller au-delà, puisqu'on essaie de creuser un filon, on prend cet exemple de la musique. C'est quoi sur TikTok ce qui va singulariser par rapport aux autres plateformes quand vous faites une stratégie de conseil? La différence, c'est qu'aujourd'hui, sur TikTok, on a un contenu immédiat, vertical, accessible, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. C'est aujourd'hui l'une des premières plateformes à avoir proposé le partage en direct à l'intégralité du réseau, c'est-à-dire qu'on pouvait partager un contenu de façon très libre sur WhatsApp, sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est quasiment normalisé, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Alors, on va passer maintenant aux orateurs des groupes. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Maribeuil, vous aviez levé la main. Alors, Monsieur Mauvieux.
pensais que c'était le président, autant pour moi qui avait laissé le micro. Monsieur le Président, merci. Oui, j'aurais deux questions. Une qui vient dans la continuité de ce que Monsieur le Président et Madame la rapporteure ont commencé à demander, mais je trouve qu'on n'est pas allé au bout de la question, notamment dans le sujet précis de la santé et de la santé mentale des jeunes, enfin des enfants. On a tourné là autour de la question des grandes tendances sur TikTok, de comment vous conseilleriez des artistes ou des marques. Moi, je vais poser la question peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire que en dehors du conseil purement pour la marque ou pour l'artiste, aujourd'hui sur TikTok, quelles sont les grandes tendances, les grands styles de vidéos qui attirent les mineurs? Et je vais même aller plus loin. Vous avez parlé tout à l'heure en réponse à Mme la rapporteure de vidéos pédagogiques, éducatives sur TikTok, qui existent certainement. Sauf que je pense que ce ne sont pas les vidéos pédagogiques ou éducatives qui posent problème pour la santé des enfants. Je pense que c'est un tout autre contenu. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner là-dessus? Quelles sont les grandes tendances de contenu qui sont problématiques pour les enfants? Pas la simple publicité pour Nike suite au JO ou pour la Star Academy, ou voilà, mais vraiment les problèmes qui peuvent être posés par des grandes tendances que les enfants suivent majoritairement. Après, il y a évidemment, je pense, plein de contenus que les enfants suivent et qui sont epsilon, j'ai envie de dire, et qui seront plus compliqués à détailler. Mais je pense qu'il y a quelques grandes tendances qui peuvent être intéressantes et peut-être que vous en avez la connaissance. Puis j'ai une deuxième question, un deuxième thème. Est-ce que je vous la pose après cette question-là ou est-ce que je fais les deux d'un coup? Comme vous préférez. Après? Les deux d'un coup? Peu importe. Et la deuxième question, c'est plus pour avoir votre ressenti, puisque voilà, vous travaillez sur la génération TikTok. Vous avez dit en introduction que les jeunes de 9-12 ans étaient les plus technophiles, qu'ils créaient leur identité avec TikTok. Et on sait dans les troubles de santé que peuvent avoir, en termes de santé mentale, encore une fois, les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez récurrent, l'hyperactivité, le haut potentiel intellectuel, etc. Et la grande difficulté à se concentrer. Et du coup, je voudrais avoir votre avis à vous, qui êtes conseillère en création de contenu, sur l'évolution des plateformes de réseaux sociaux sur les dernières années en termes de durée d'attention de la personne qui va regarder, et notamment des enfants. Je m'explique en 3 mots. Les enfants ont de plus en plus de mal à se concentrer, surtout sur la durée. Est-ce que le fait de les habituer à des contenus d'1 minute ou 1 minute 30, parce qu'il faut que ce soit percutant et que tout de suite l'enfant capte le message, est-ce que selon vous, ça n'entraîne pas chez les enfants une habitude à se concentrer 1 minute, à avoir tout de suite l'histoire complète, ce qu'ils ont envie d'avoir à la fin de l'histoire? Est-ce que ça n'engendre pas du coup une habitude à ne plus se concentrer et à avoir des difficultés dans les cours, à suivre une leçon de plus de 10 minutes parce que voilà, le cerveau se formalise à suivre un contenu d'1 minute ou 1 minute 30? Merci pour vos questions. Je vais tenter d'y répondre avec précision. Sur la première question, TikTok, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils proposent des contenus, donc, comme je vous disais, éducatifs. Ça, c'est leur volonté et c'est leur stratégie, je dirais, éditoriale par marché. De la même manière qu'aujourd'hui, tout utilisateur est assez responsable de ce qu'il souhaite proposer et ce qu'il souhaite diffuser. La particularité de TikTok, c'est qu'aujourd'hui, ils ont commencé avec un produit vidéo, donc, qui est une vidéo courte, qui est passée de 15 secondes à 1 minute, maintenant jusqu'à 10 minutes. Ils proposent différentes typologies de formats, comme on les appelle, avec un format dit live, qui est donc ce format qui attire beaucoup la jeunesse, particulièrement les mineurs, qui consiste finalement à se filmer en direct, soit en invitant un autre participant ou plusieurs, ou en étant seul, et à proposer du contenu immédiat sur la plateforme. Donc c'est un contenu qui attire beaucoup, parce que c'est un contenu qui permet finalement aux créateurs, selon sa position dans le direct à l'échelle du monde, puisqu'il y a un classement, d'être rémunéré par la plateforme.
Donc c'est un contenu finalement où aujourd'hui beaucoup de créateurs décident de se lancer pour pouvoir émerger sur le réseau social. C'est aussi la dernière, je dirais, nouveauté de la plateforme qui aujourd'hui permet finalement à TikTok d'avoir une assise commerciale à l'échelle du monde, en comparaison à la publicité qu'ils proposent bien évidemment sur leur plateforme, et avec une grille finalement tarifaire assez variable selon les marchés et selon la typologie qu'on souhaite développer dès lors qu'on veut investir un budget publicitaire. Et donc ce format finalement est assez important, mais reste aussi cohérent, je dirais, avec une stratégie d'ensemble sur les stories et les vidéos que propose la plateforme. Pour la deuxième question concernant la santé psychologique, alors moi, je n'ai pas d'expertise médicale. Toutefois, des études ont démontré qu'il y avait une altération du comportement chez les jeunes et qui provoquait des troubles anxieux et de manière assez importante au niveau du comportement, allant même jusqu'au suicide. Et ça a d'ailleurs été le cas en France il y a quelques temps. Donc oui, la plateforme a joué sur le comportement de certains individus et chez certains jeunes. On va, sauf si c'est en rebond, c'est ça que vous voulez? Bon, très court alors. Merci. C'est effectivement très court. C'est juste un rebond sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure aussi, vous avez dit la clé de voûte de l'algorithme aujourd'hui est un mystère. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous êtes une professionnelle pour créer les contenus et orienter les tendances. Donc vous confirmez que même vous qui êtes professionnel du domaine aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de savoir comment fonctionne l'algorithme TikTok. L'algorithme, la formule n'a jamais été communiquée par l'entreprise elle-même. Toutefois, elle a mis en ligne la manière dont les créateurs et donc les individus pouvaient émerger sur la plateforme. Et sa formule de calcul en elle-même n'a jamais été communiquée par l'entreprise. Vous avez évoqué, je me permets ce rebond parce que vous en parliez à l'instant, les grilles tarifaires qui pouvaient varier pour de la publicité. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise sur ces grilles tarifaires? C'est quoi le montant? Ça coûte combien de faire de la pub sur TikTok? En quoi ça varie, etc. Alors la plateforme a des commerciaux donc par région et selon les structures qui souhaitent proposer du contenu sur la plateforme, que ce soit des marques, des institutions, et qui souhaitent bénéficier d'un type de format sur le réseau social, doivent faire appel aux commerciaux pour acheter de la publicité. Les coûts sont assez variables selon la durée de la diffusion, selon le format qui est proposé. Donc c'est assez variable en fait, il n'y a rien de figé. Je dirais, sur les coûts tarifaires. Mais par exemple, je sais pas, vous avez des idées d'ordre de grandeur? Ouais. Honnêtement, c'est assez variable. Hein. Moi, je n'ai jamais fait appel à la publicité sur TikTok. Donc vous n'avez pas eu de lien avec les commerciaux, par exemple? Ah, aucun lien. Okay. Je n'ai jamais travaillé chez TikTok. Non, mais les gens que vous avez conseillés, en fait... Ah non, du tout. Non, du tout. Okay. Non, mais c'est pour essayer de me comprendre les bonnets. Alors, on a donc pour le groupe EPR, M. Vogetta qui a demandé la parole. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Madame, alors donc, j'ai écouté avec attention. Donc, vous aidez les annonceurs donc à cibler leur contenu, à préparer des contenus qui soient particulièrement attractifs et qui atteignent leur cible. Donc, si j'ai bien compris, parfois une audience de mineurs. Est-ce que ça peut arriver ou pas? Que ce soit une audience de mineurs qui soit ciblée par certains annonceurs? Non, du tout. Toutefois, lorsque vous créez un contenu en fonction de votre bassin d'audience, c'est-à-dire que dans vos paramètres, vous avez la possibilité de voir à qui votre audience, qui va être touché par rapport aux publications que vous diffusez. Mais en aucun cas, je travaille à cibler les mineurs. Pas du tout. D'accord. Parce que vous êtes consciente, oui, que la mise en œuvre du DSA, avec notamment l'article 28,
interdit aux plateformes, donc à TikTok, d'aider les annonceurs à cibler les mineurs spécifiquement. Je me demandais justement s'il y avait eu pour vous un avant et un après chez les annonceurs, s'il y a plus de prudence de la part des annonceurs maintenant, en particulier les annonceurs qui pourraient être tentés de cibler, s'ils le pouvaient, des mineurs. Est-ce qu'ils agissent différemment, plus prudemment peut-être, depuis que le DSA est entré en vigueur et interdit très spécifiquement le profilage des mineurs à visée publicitaire? Alors oui, les annonceurs sont assez vigilants sur ces sujets, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment regarder la manière dont ils vont diffuser leurs messages sur les différentes plateformes. Après, beaucoup d'annonceurs encore ne se servent pas de la plateforme publicitaire de TikTok. Donc c'est encore un autre aspect commercial du réseau social. Ok, merci. Pour le groupe socialiste, Madame Adizadeh. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame Ebongué. Sans doute que vous avez dû voir qu'en Australie, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas j'ai le cas australien en tête, avait été adoptée récemment une législation assez ferme interdisant tout simplement l'accès au réseau social aux mineurs de moins de 15 ans, si je ne me trompe pas, moins de 16 ans. Là, je m'adresse à vous en tant qu'experte de TikTok et puis d'autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'interdiction, à la fois en termes de protection des mineurs et puis en termes de, même si vous n'allez pas être experte de la loi, mais en termes de faisabilité par rapport à votre connaissance aussi peut-être de ces grandes entreprises que sont les réseaux sociaux? Merci pour votre question. Je trouve que c'est un très bon cas. Moi, j'avais vu passer d'ailleurs cet article. J'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup la proposition, et là, je vais retirer ma casquette d'experte et je vais parler en tant que mère. C'est un sujet qui est fondamental. Je pense que ça peut paraître assez ferme quand on a une pédagogie numérique et qu'on a une forte présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, je n'ai pas la faisabilité réelle, toutefois que je trouve que c'est une excellente démarche. C'est une très belle démarche. Merci de votre réponse et d'avoir répondu avec autant d'honnêteté. Il se trouve que moi aussi je suis mère et c'est une question que je me pose. Ils n'ont pas encore l'âge d'aller sur les réseaux sociaux, bien que je crois, si je ne me trompe pas, que selon des statistiques qu'on a, l'âge du premier compte créé sur un réseau social, c'est 8 ans, 9 ans. Donc j'ai une fille de 8 ans, ça serait peut-être pour l'année prochaine, mais ça n'arrivera pas. Vous, votre connaissance des acteurs, je ne sais pas si vous avez une connaissance technique, mais est-ce que vous pensez que techniquement, ça soit quelque chose de compliqué à faire que de mettre en place une autorisation d'accès selon l'âge? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Il faut me dire que non, si vous n'êtes pas technicienne, je comprendrai. Oui, après, d'un point de vue produit, les équipes de recherche et développement de la plateforme peuvent très bien mettre un système de renforcement en termes de sécurité sur l'application. Est-ce que ça va être dans leur intérêt? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est possible. C'est possible, puisqu'ils ont déjà réduit certaines fonctionnalités. Ils ont encore la possibilité d'aller bien plus loin en termes de développement de produits. Merci, Monsieur le Président. Ma dernière série de questions, vous parlez en tant que parent. Pour vous, à l'heure actuelle, nous sommes dans un modèle où nous ne sensibilisons pas suffisamment les parents aux dangers des réseaux sociaux, sous les différents dangers que vous avez pu énumérer. Est-ce le cas selon vous? Est-ce que c'est un problème de responsabilisation ou de volonté des parents de... ils ont conscience des dangers, mais ils ne veulent pas passer au stade au-dessus qui serait l'interdiction parce qu'ils ont peur que leur enfant soit lésé d'une forme de sociabilité qui leur paraît maintenant comme aller de soi. Quel est votre regard là-dessus par rapport à la parentalité? Alors, d'un point de vue parental, certains parents sont outillés pour pouvoir accompagner leur enfant sur l'accès à la plateforme. Et encore une fois, c'est la responsabilité du parent qui a accepté que son enfant ait une présence. Parce qu'il y a aussi une autre tendance naissante sur la plateforme, c'est ces enfants influenceurs
dont les parents approuvent aussi le contenu et n'hésitent pas à amplifier finalement cette présence en les incitant à être plus commercial. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans notre société. Maintenant, la responsabilité, elle est partagée. Oui, le parent est responsable de ce que son enfant fait sur une plateforme sociale, mais il y a aussi une notion de régulation et dans le cadre dans lequel c'est circonscrit. Merci. Pour le groupe écologiste, M. Merchailly. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Bonjour Madame Elmonguet, merci beaucoup pour vos précisions et de prendre un peu de temps. C'est d'autant plus important que vous êtes enseignante en la matière. Je crois que votre livre est le premier, le premier livre en français en tout cas, qui a posé le cadre d'une réflexion sur ce qu'est TikTok. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais nous on s'est concentré surtout sur le rapport aux mineurs, aux enfants, à la santé mentale. Vous avez beaucoup évoqué l'usage de TikTok dans le développement des marques ou dans le développement ou dans l'accompagnement à la notoriété d'artistes en particulier. Mais est-ce que vous avez beaucoup étudié la dimension usagée explicitement? Parce que je crois avoir compris que votre entrée, c'était surtout la stratégie des marques et comment c'était devenu un outil de développement, en l'occurrence commercial ou de notoriété, encore une fois. Bon, vous avez répondu en partie parce que c'était la question précédente sur le fait que TikTok permettait en fait de recruter des ambassadeurs eux-mêmes jeunes qui devenaient eux-mêmes par contamination des vecteurs de développement de l'outil lui-même. Mais est-ce que vous avez fait de ce sujet de la santé mentale, c'est-à-dire de la dépendance psychologique, c'est-à-dire de l'effet direct d'une publicité, par exemple, auprès de ces jeunes, un élément d'étude ou pas dans vos recherches? J'en profite le temps que, le cas échéant, vous anticipiez la réponse. Pour faire une remarque sur les algorithmes qui vous avez été posé tout à l'heure. C'est le problème des algorithmes en général, en effet. Et on a eu le débat récemment sur une loi narcotrafic, où on s'est aperçu que même nous, les parlementaires, ne savions pas ce qu'étaient les algorithmes que pourtant nous avons acceptés. Voilà, donc c'est un sujet qui est très technique et très compliqué. Et effectivement, pour des raisons de propriété privée, pour l'instant, les plateformes ne sont pas tenues de délivrer leurs algorithmes. Alors d'un point de vue expérience utilisateur, c'est vrai que TikTok se renouvelle constamment, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on avait un fil d'actualité avec une proposition de contenu basée sur les comptes auxquels on était abonné et une deuxième partie de contenu sur des suggestions en fonction de nos centres d'intérêt et de ce qu'on aurait potentiellement apprécié. De par nos interactions, j'entends commentaires, partages, mais aussi les likes. Donc l'expérience en elle-même, elle dépend aussi de l'évolution et de la capacité de recherche et développement de TikTok. Donc c'est ce qui fait que la plateforme va progressivement évoluer et ajouter des nouvelles fonctionnalités, comme des stickers, comme des nouvelles stories, qui est une fonctionnalité possible sur TikTok, comme la possibilité de diffuser du contenu avec un carrousel et donc une succession d'images. Donc d'un point de vue expérience, aujourd'hui, la plateforme cherche en permanence à se renouveler pour répondre aux attentes des utilisateurs sur le réseau social. Oui, dites-moi. Je vais rebondir. Non, c'est bon. Non, je vous remercie. Je pense que ma question était peut-être trop vague, mais je m'intéressais précisément à la façon dont les mineurs recevaient les prescriptions que vous étiez amené à faire quand vous accompagnez des marques, par exemple. Et est-ce que vous, au-delà de le conseil stratégique pour utiliser TikTok pour se développer, vous regardiez, vous évaluez, par exemple, les effets directs de ces campagnes par le nombre de likes? Est-ce que vous regardez qui like? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie d'accompagnement des marques, de savoir qui derrière est récepteur? Et est-ce que vous êtes capable de déterminer si ça touche des mineurs ou pas? Enfin, comment vous faites pour, à votre façon, orienter ensuite les personnes que vous accompagnez?
D'un point de vue méthodologique, donc il y a un reporting, donc c'est-à-dire que dès lors qu'on va publier un contenu sur une période donnée, on va regarder l'intégralité des données, à savoir qui a interagi avec notre contenu, la manière dont il a été diffusé, à qui il a été diffusé, son exposition. Cette plateforme, elle permet d'avoir une exposition assez globale en fonction des hashtags que l'on va mentionner. Sur certains contenus, on va avoir très peu de hashtags. C'est vrai que la plateforme préconise d'en avoir un peu moins d'une dizaine pour avoir une visibilité et une couverture sur des thématiques qui n'ont pas encore été évoquées ou n'ont pas encore été mises en lumière. Souvent, certaines thématiques sont très couvertes, donc il est difficile d'apparaître et donc d'être efficace en termes de visibilité et donc d'impact. Mais c'est vrai que pour des toutes petites structures, il est très difficile de dégager un budget alloué à la sponsorisation des contenus, puisque c'est encore une autre dimension en termes de visibilité et d'impact sur la plateforme. Après, comment c'est perçu par l'utilisateur, tout dépend de la manière dont il va interagir aussi avec dans son feed et sur l'algorithme présent sur TikTok. Merci. J'ai pas compris si Madame Marébeuil voulait intervenir. Voilà, je vous laisse la parole, puis après Monsieur Mauvieux. Oui, tout à fait. Depuis lundi est apparue la plateforme TikTok Shop. Cette plateforme, on le voit déjà aux États-Unis, au 3e trimestre 2024, elle a déjà beaucoup plus de ventes que Shein ou que Sephora. Elle utilise des micros, voire des nano-influenceurs, c'est-à-dire les nanos, moins de 10 000 abonnés. Est-ce que donc la stratégie des marques va changer pour accrocher sur ce nouveau réseau que relaie TikTok? Et moi, ma question, c'est principalement sur la contrefaçon. Alors, des marques, je veux bien, mais des médocs, ce qui est potentiellement dangereux pour la santé de ceux qui vont recevoir cette plateforme. Comment est-ce qu'on va pouvoir lutter? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez un regard sur cette nouvelle plateforme qui nous arrive en France depuis lundi? Oui, donc TikTok Shop est arrivé lundi donc en France. Cette plateforme, elle va permettre finalement à tout utilisateur inscrit d'acheter un produit directement depuis l'application sans avoir à en sortir. Ça a été accepté dans d'autres pays européens, à savoir l'Espagne, il me semble, et un autre pays. Et donc finalement, en termes de contrefaçon, on n'a pas encore de précision sur ce que les utilisateurs peuvent vendre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez accessible. On a une interface avec son panier, donc ses ventes, ce qu'on a commandé, une expérience utilisateur comme sur un autre site e-commerce, mais finalement sur mobile. Donc en termes de contrôle, on n'a pas encore de mesure, quoi. On n'a pas d'unité de mesure. Ça va amplifier la manière dont les gens vont vouloir vendre des produits sur les réseaux sociaux, en parallèle de ce qui existe déjà, c'est une réalité. Maintenant, c'est assez frais, puisque c'est sorti lundi en France, donc il faut voir comment finalement les créateurs qui ont une place assez importante sur le réseau social vont prendre le produit en main. Merci, Monsieur Mauvieux. Ah non, vous vouliez rebondir ou c'est vous? Non, merci, Monsieur Mauvieux. Merci, Monsieur le Président. C'est une courte question et c'est en rebond de la question de mon collègue Stéphane Vogetta, où vous avez donné une réponse à sa question, mais je pense que je peux me tromper, mais en tout cas, si j'avais été à sa place, la question, je l'aurais pensée différemment et je pense qu'elle avait un autre intérêt. Il vous a demandé si vous saviez si des marques, des vendeurs de produits, bon, peu importe, avaient recours au ciblage des mineurs. Vous avez répondu que vous ne faisiez pas de ciblage des mineurs, et heureusement, puisque c'est interdit, comme il l'a rappelé. Mais est-ce que vous avez déjà été, sans que vous ne le fassiez, mais est-ce que vous avez déjà été approché, ne serait-ce qu'une fois, sans nous donner le nom évidemment, après vous êtes sous serment, vous nous dites oui ou non, on n'en demandera pas plus, mais est-ce que vous avez déjà été approché par une marque ou je ne sais qui,
avec cette question de savoir est-ce que vous auriez la possibilité de m'aider à toucher des mineurs? Du tout. Non, du tout. Je n'ai jamais été approchée pour cibler des mineurs, du tout. Non. Bon, désolé. Dire sur cette question, c'est pas une stratégie commerciale que des marques pourraient avoir, quand même de cibler des mineurs et de se dire tiens, je vais les cibler parce que c'est eux que je veux fidéliser comme clientèle, c'est chez eux que je veux provoquer l'acte d'achat. Ça pourrait arriver après tout, non? Enfin, peut-être pas. Ah non, du tout. Moi, j'ai pas oui, j'ai pas eu connaissance de ça, en tout cas, dans le secteur. La question qu'il y a derrière, c'est que si ça devait arriver, comment ils s'y prendraient en fait pour cibler des mineurs, et est-ce que il y aurait des choses, des stratégies commerciales marketing sur lesquelles vous pourrez nous éclairer, parce qu'après tout, nous ne sommes pas des experts en marketing ici. Alors, comment ils pourraient s'y prendre, j'ai vraiment pas la réponse. C'est pas quelque chose dont j'ai eu écho et qui est assez courant, honnêtement. Donc non, j'ai pas de réponse à ce sujet et je sais même pas comment ils pourraient s'y prendre pour cibler des plus jeunes, particulièrement en France. Merci Stéphane. Puis après, je crois que Oui. c'est fini. C'est une sorte de rebond, en fait. Effectivement, Monsieur Mauvieux, c'était plus ou moins la question que j'avais posée tout à l'heure. Mais du coup, madame, oublions l'aspect commercial des choses. Et si vous aviez un client qui vous disait, moi, j'ai envie de m'adresser à une audience de jeunes, pas pour leur vendre quelque chose, simplement m'adresser à eux, et que mes vidéos soient mises dans le flow, dans le flux de personnes qui, de préférence, soient mineures, parce que j'ai des choses qui les intéressent en termes de formation, de culture, etc. Comment est-ce que vous les conseilleriez? Comment est-ce que vous pouvez les aider à orienter leur contenu pour qu'ils soient spécialement placés dans des flux qui soient vus par les mineurs? Puisque c'est ça votre métier, si j'ai bien compris, en fait. Oui, après, pas pour les mineurs, pas à destination des mineurs. Le but, c'est de proposer un contenu pédagogique qui répond aux valeurs de la marque, un contenu qui a une éthique aussi, mais pas un contenu qui s'adresse aux mineurs, particulièrement sur la plateforme. Stéphane, pas de rebond. Enfin, monsieur Vogetta. Si, en fait, madame, je me permets d'insister un petit peu, madame, parce que imaginez une marque qui veut adresser un contenu pédagogique qui clairement vise des ados de 14-15 ans. On va dire, allez, un contenu sur l'éducation à la vie affective. D'accord? Cette marque, ce qu'elle veut aussi, c'est que son contenu il soit vu. Comment est-ce qu'elle va faire en sorte qu'il soit vu, ce contenu? Et donc, qu'il atteigne, qu'il arrive dans le flux de personnes qui ont 14-15 ans, peut-être 16 ans, peut-être 13 ans, et qui vont ne pas le scroller immédiatement, qui vont rester plus de 3 secondes sur le contenu. Parce que c'est aussi ça l'objectif des créateurs de contenu et qui publient. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de réponse précise à votre question. La marque, en soi, elle va reposer sur ses valeurs, mais le point de départ ne va pas être d'aller tout de suite cibler les mineurs sur la manière dont son contenu va être perçu. Elle va chercher à cibler ses clients dans un premier temps. Et ces clients ne sont pas nécessairement les mineurs. Après, je ne sais pas de quel secteur d'activité on peut parler de la beauté, par exemple. Dans le secteur de la beauté, lorsqu'une marque cherche à vendre un mascara ou un rouge à lèvres à travers un contenu vidéo sur TikTok, elle ne va pas aller chercher dans un premier temps à adresser son message auprès des mineurs. Le point de départ, c'est d'avoir une stratégie claire d'ensemble qui répond à sa plateforme de marque en regroupant ses valeurs. Mais en aucun cas, je ne sais pas si ça répond à votre question, hein, mais en aucun cas, elle ne va chercher dans un premier temps à viser les mineurs. Merci, monsieur Mauvieux. Et puis, ça sera l'heure de... Pardon. Très rapidement, c'est pardon. Le dernier rebond pour monsieur Vogetta, c'est ça, non, ou c'est bon, on arrête? Oui, c'est ça, en fait. Je voulais faire un dernier rebond. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin.
quand on veut, même nous, en tant que députés ou en tant que citoyens, effectivement, vous avez mentionné au début les outils qui sont là pour les créateurs de contenu et qui disent, si vous voulez, voici les contenus qui traînent, voici si vous voulez correspondre à ce que demande le marché, en fait, à ce que demande l'audience de TikTok, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Donc c'était, moi, la question que je vous posais n'était pas forcément sur du commercial, mais juste, est-ce qu'il y a moyen sur TikTok, si on veut, si on a envie que notre contenu, plutôt que si je fais un contenu qui vise plutôt les jeunes en principe, parce que c'est de la formation, de l'éducation que je veux qui atteigne, qui touche une audience jeune, comment puis-je faire pour éviter que ce contenu aille seulement sur des flux de personnes de 40 ou 50 ans? Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Comment est-ce que vous recommanderiez à vos clients d'agir si c'était la question qu'ils vous posaient? Dans ce cas, si on souhaite avoir un ciblage beaucoup plus spécifique, il faudrait avoir recours à une plateforme donc, de monétisation et donc faire appel à l'achat d'espace sur TikTok qui permet, avec un certain nombre de critères, de cibler les centres d'intérêt et aussi en fonction de l'âge. Voilà comment c'est possible de le faire. Mais seules certaines marques peuvent se permettre cette étape supplémentaire dans leur stratégie d'acquisition au global. Merci. Monsieur Mauvieux, pour une dernière question. Très courte, merci Monsieur le Président. Dans la continuité de Monsieur Vegeta, vous avez pris l'exemple des produits de beauté juste avant pour expliquer qu'on n'allait pas, que l'entreprise n'allait pas chercher le mineur de prime abord. Donc, c'est juste pour être sûr et conclure sur le fait qu'on ait bien compris votre dernière explication. Si je suis Monsieur Eastpak et que je vends des trousses pour l'école, que j'ai envie évidemment que ma trousse soit vendue à des enfants qui vont aller à l'école, je vais faire en sorte d'orienter mon contenu TikTok avec la belle trousse et le beau stabilo qui dépasse vers des enfants. Donc pour ça, il existe bien des solutions qui consisteraient, si on a bien compris, à payer une forme de sponsoring. On demande à ce que TikTok mette en avant le contenu auprès d'un public de 13-17 ans par exemple, et TikTok mettra d'office ce produit en avant sur les 13-17 ans. Je caricature un peu pour aller vite, mais... Alors, selon la période donnée, le budget investi sur la plateforme, l'application va valoriser votre contenu sur une période donnée et pousser donc en fait votre contenu auprès des utilisateurs que vous avez choisi de cibler, bien évidemment dans votre ciblage publicitaire. Ça, c'est la plateforme, c'est pas... Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez souhaité nous communiquer que vous n'avez pas fait jusque-là, ou vous pensez qu'on a fait un peu le tour de... Non, ça a été... merci. Merci. Alors, je me permets de vous indiquer que vous pouvez évidemment compléter nos échanges, notamment le questionnaire qui a été envoyé par la rapporteure et que vous pouvez les envoyer au secrétariat de la commission d'enquête. Je vous remercie encore d'être venu et de vous être livré à ce jeu de questions-réponses par nos collègues. Et je suspends la séance pour une durée de 4 minutes puisque l'intervention suivante est prévue à 15 h. Merci. Merci encore, madame.